Bonsoir mes amis investisseurs, bienvenue au deuxième épisode de la série Dollar Master. Je vais voir qui est ici dans les chats. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, elle est encore disponible sur YouTube. Donc ratez pas cette opportunité de voir les premiers épisodes, c'était super cool. Et aujourd'hui, un sujet que j'ai jamais abordé sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. On va parler des sociétés qui ont s'y multiplié par 10 et par 100 dans la bourse. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun, quels sont les ratios, quels sont les critères peut-être pour trouver des sociétés comme celle-là. Donc c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Ça marche? Bonsoir Benjamin, Popcorn, Christophe, Sébastien, Alex, Dominique, Alain. Je vois Anthony elle est là aussi. Nelly, Eric, Hervé, Lionel. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de parler avec vous. On va attaquer les sujets donc des beggars aujourd'hui. Donc l'expression qui dit les sociétés, l'expression américaine beggars, 100 beggars ou 10 beggars, c'est une expression américaine pour dire qui sont les sociétés qui se multiplient par 10 ou une centaine de fois dans la bourse. Ok? Donc juste rapide introduction parce que j'ai déjà fait hier pour ceux qui tombent ici pour la première fois. Donc, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier européen et je suis plutôt spécialiste sur les marchés des petites capitalisations européennes, donc les petites sociétés cotées en bourse. Ok. Ces défis des Dollar Master, c'est mon idée de partager des contenus de finances avec vous. C'est gratuit, c'est sur YouTube, du 8 au 21 mars à 20h tous les jours, donc pendant 14 jours, je serai ici avec vous pour vous donner les maximum possible d'informations par rapport au monde de la bourse. Ça marche? Du deuxième épisode, aujourd'hui on est sur le deuxième épisode, au 14e épisode, les contenus restera disponible pendant 48 heures sur YouTube. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez compter 48 heures pour que le deuxième épisode reste en ligne et après il sera plus en ligne. Okay? C'est pour ça que ça s'appelle un défi. Donc vous devez faire un effort pour suivre la formation, pour vraiment passer à la pratique. Okay? Bon, je vais investir 10 000 dollars pendant cette période de 14 jours, pas forcément au dernier jour. Je pense que demain ou après-demain maximum, je vais déjà faire quelques achats. Donc, je vais investir dans la pratique tout ce que je vais vous expliquer maintenant dans les Dollar Master. OK? Bon, j'avais déjà dit que vous avez à disposition un e-book de Dollar Master avec l'analyse du marché américain disponible. C'est dans la description de la vidéo. Il y a un lien Dollar Master qui va vous ramener. Vous allez écrire votre email et vous allez recevoir l'e-book Dollar Master, un e-book d'analyse fondamentale d'action, la liste des sociétés choisies. Je n'ai pas encore décidé toutes les sociétés, donc vous allez recevoir au fur et à mesure que j'ai choisi les sociétés. Et aussi, vous allez recevoir la playlist des lives. Peut-être vous allez peut-être, je ne sais pas, demain vous n'êtes pas disponible, vous ne pouvez pas regarder les lives, mais si vous êtes inscrit à newsletter Dollar Master, vous allez recevoir la playlist des lives. Ça marche? Donc vous allez avoir accès à tous les lives déjà faits. Donc, vous avez aussi un groupe WhatsApp où j'envoie les liens des lives pour ne pas rater, un groupe Telegram que je partage des informations aussi. Tout ça dans la description de la vidéo. Petite introduction des 3 minutes faites, on va passer au sujet d'aujourd'hui. 10 baggers. Baggers, c'est une expression qui vient du baseball, les sports américains. Et 10 baggers, ça dit que quelque chose se multiplie par 10. Donc c'est comme si les points, les buts en fait de baseball, on appelle them baggers. Je ne suis pas spécialiste de l'esport, peut-être quelqu'un parmi vous est les spécialistes, mais c'est une expression américaine pour dire qu'on a multiplié les points par 10. Ou 100 baggers, les numéros 100 à côté du mot baggers, ça montre que la société s'est multipliée par 100. Donc on va étudier comment ça fonctionnait pour certaines sociétés et qu'est-ce qu'on peut trouver en commun pour qu'on puisse aussi trouver des nouvelles sociétés qui peuvent se multiplier par 10 ou par 100. OK? Bonsoir tout le monde qui est arrivé après. Laurent, Bill, Mike, Renaud. Bonsoir tout le monde. On va attaquer les sujets maintenant. Ça marche? Allez, on passe au sujet. Donc, 10 baggers, c'est quoi? Si vous investissez sur une société 1000 dollars ou 1000 euros, ça va devenir 10 000 dollars ou 10 000 euros. C'est ça les sujets d'aujourd'hui. Pourquoi les sociétés ont se multiplié par 10 fois? Comment? Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les variables? Bon, quelles sont les sources que je vais utiliser aujourd'hui? Donc, je vais partager ces informations dans les groupes WhatsApp et dans les groupes Telegram qui sont dans la description de cette vidéo si vous voulez avoir accès. Après ces lives, c'est la première chose que je vais faire, c'est de partager les sources. À part les livres, évidemment que je ne peux pas envoyer les livres, mais les sources numéro 2, 3 et 4, je vais vous envoyer.
La source utilisée numéro 1, c'est un livre de Christopher Mayer. C'est un livre disponible sur Amazon si vous voulez acheter. Il s'appelle 100 Beggars. C'est une étude complète par rapport aux sociétés qui ont se multiplié dans la bourse par 100 fois. Okay? Donc, il reprend beaucoup d'études, toutes les analyses de marché américain, etc. C'est un livre super cool. Je pense que j'ai déjà lu au moins 3 fois. Et ça sert bien à garder les choses bien dans la tête. Et surtout pour ceux qui aiment bien acheter des petites sociétés comme moi, ça montre les potentiels des petites sociétés. La deuxième source, c'est l'analyse des Tony Analysis. Donc, c'est une analyse des 100 Beggars sur les marchés américains aussi. Et là, après, la source numéro 3 et la source numéro 4, c'est une étude de marché indien par rapport à les sociétés qui sont multipliées par 10 et par 100 et qui arrivent à la même conclusion que les marchés américains. Donc, on peut considérer que dans le monde entier, les critères sont plutôt les mêmes pour essayer de trouver les sociétés qui se multiplient par 10 ou par 100. On va discuter tout à l'heure. Vous allez voir que c'est évidemment que ce n'est pas facile d'acheter une société et qu'elle se multiplie par 10 ou par 100. Ça, c'est rare, mais je vais vous donner la recette pour que ça puisse arriver. Et je vais vous montrer dans les cas pratiques comment j'ai pu faire un investissement qui se multiplie par 5 et un autre récemment, que j'ai parlé même dans ma chaîne YouTube depuis 2 ans, sur Katana, que c'est un investissement qui se multiplie par plus de 2 fois dans mon portefeuille dans 3 ans. Donc, c'est quelque chose de difficile à trouver, mais c'est pour ça qu'il faut commencer à investir. Si vous n'investissez pas, vous n'allez jamais tomber sur des cas comme cela. Et il ne faut pas oublier que si une société qu'on a dans les portefeuilles se multiplie par 2, même que les restes du portefeuille fassent une rentabilité moyenne, on va être carrément gagnant parce que la rentabilité de cette société qui va se multiplier par 2, par exemple, va ramener la rentabilité vers les hauts, donc ça va exploser la rentabilité du portefeuille. OK? On va parler aussi des nuances après, comment mélanger un portefeuille de petite et grande capitalisation. Bon, 100 Beggars, donc 100 Beggars. 100 fait référence au cours des actions multipliées par 100 au fil du temps, donc comme j'avais expliqué tout à l'heure. Quelques chiffres. 365 sociétés américaines ont fait une multiplication de 100 fois entre 1962 et 2014. Okay? Donc, si on considère cette période qui va, c'est des 52 ans, okay? Il y a 365 sociétés qui se multiplient par 100 dans la bourse. Il y a plus de 2000 sociétés dans le monde, parce que ces données d'avance, c'est sur les marchés américains. Okay? Maintenant, cette information, c'est par rapport aux marchés mondiaux. Plus de 2000 sociétés ont fait une multiplication par 10 sur les 20 dernières années. Donc, on doit considérer que c'est même un chiffre que ce n'est pas négligeable. Okay? Comme j'avais montré hier, il y a quelques sociétés très connues qui ont déjà fait multiplication par 100. Monster Beverage, les concurrents de Red Bull. Netflix, par exemple. Apple. Mastercard, ce sont des sociétés qui ont fait une multiplication. Monster, par exemple, était une multiplication beaucoup plus élevée que 100. C'était une multiplication de 600 fois. Donc, sur les marchés américains, nous avons des belles opportunités avec des sociétés de toutes les tailles. Une remarque importante déjà, c'est qu'il n'est pas obligé d'acheter une petite société pour faire x10 ou x100. Par exemple, quelqu'un qui a acheté Apple en 2010, quand la société était déjà énorme, cette personne qui a acheté et a gardé l'action, elle a fait x10. Pour Tesla, pour Amazon, pour beaucoup d'autres sociétés, même si vous achetez des sociétés qui vaut déjà des milliards, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards, elle peut arriver à 100 milliards, 150 milliards, 200 milliards. Dans les cas d'Apple, 1000 milliards. Okay? Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas restreint qu'aux petites sociétés qui vaut quelques millions. Non, les sociétés qui vaut des millions peuvent aussi se multiplier par plusieurs fois. Il suffit qu'elles puissent toucher plus des gens, plus des marchés. Ça marche? Mes amis, les questions qui peut-être vous allez poser pendant mon explication, pendant la présentation, je vais répondre à la fin du live. Okay? Donc, je ne vais pas arrêter avec les contenus, sinon ça va être un peu difficile de suivre. On a des données assez importantes et des petits détails d'analyse fondamentale que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ça marche? Bon, des exemples des 100 Beggars. Donc, Monster Beverage, c'est l'exemple le plus connu récemment. Et j'ai mis ces graphiques ici pour vous montrer que quelqu'un qui a investi en 2010 sur la société, okay, même avec la baisse récente de la bourse, la personne a multiplié son capital par 10. Okay? Donc, c'est 1071% de 2010 à 2022. Donc, 10 fois depuis 2010 et 85 fois depuis les années 2000, en considérant la récente baisse. Si on considère les points plus bas vers les points plus hauts, ça va donner une rentabilité encore plus élevée. Donc, c'est ça que je voulais dire. En 2010, Monster était déjà une société de taille grande. Okay? Donc, elle n'était pas petite. Comme j'avais dit, donc,
Évidemment, si on achète une petite société, on a plus de probabilités qu'elle puisse se multiplier par plusieurs fois. Mais même une société de taille moyenne et grande, on arrive à multiplier les capitales. Et je ne sais pas si vous avez commencé à remarquer déjà, c'est la période d'investissement. Aucune multiplication par 3, 4 ou 5 va dépenser moins de 6 ou 8 ans. Très rarement. Normalement, la multiplication va dépenser 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, ça tombe bien sur notre stratégie d'investissement de long terme. Bon, pour ceux qui pensent que c'est facile, regarde cette courbe des monstres et disent ok, la société fait que monter, je vois quelques petites baisses, mais ça n'allait pas me gêner. C'est facile de regarder une société qui a déjà fait x100 et dire ok, je pourrais garder cette société sans problème. Regardez maintenant, dans ces tableurs-là, il y a par an et par mois la rentabilité des monstres, donc par mois. Et on peut voir dans les petits carrés rouges, j'ai mis des pertes de plus de 10%. Donc, il y a des autres petites pertes de moins 4, moins 5, moins 6 que je n'ai pas soulignées. Je n'ai pas mis le petit carré à côté. Mais j'ai mis ici les carrés rouges. Et comme ça, c'est facile de comprendre pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à tenir une société sur le long terme. Imaginez l'année de 2001 et 2000 qu'il y avait la bulle de l'Internet. La société a fait des pertes de moins 29 sur un mois. Dans l'année de 2008, la société a fait que perdre 14%, 20%, 11%, moins 16% à chaque mois. En 2009, moins 15, en 2010, moins 11, en 2012, moins 11 sur un mois. En octobre 2012, elle a fait moins 17. Donc imaginez avoir une société qui progresse bien, mais à chaque année, à chaque 2 ans, elle fait une petite baisse de moins 4, moins 12, moins 16, parfois moins 29%. Donc la partie psychologique joue un rôle important aussi. Et c'est pour ça qu'on dit que si une société, on comprend bien ce que la société elle fait des bénéfices et les ratios fondamentaux, elle est solide, la société continue à progresser, ce n'est pas parce qu'elle a eu un mauvais trimestre qu'on va la vendre déjà. Okay? On donne une opportunité à l'amélioration et comme ça, on garde la société sur le long terme. Okay? Évidemment, quelqu'un qui a acheté dans les années 2000 et a gardé jusqu'à 2015, quand ça termine les données ici, a fait une multiplication de plusieurs fois la mise, l'investissement. Un cas connu en France, pour sortir un peu du marché américain, mais on peut trouver même en France des multiplications par 10 fois. Quelqu'un qui a acheté Louis Vuitton en 2010 n'avait même pas besoin d'acheter pendant la période des crises de 2008. Même un peu après la crise en 2010, quelqu'un qui a acheté Louis Vuitton a multiplié son capital par 10. Donc quelqu'un qui a acheté en 2009, pendant la crise 2008-2009, a multiplié le capital pour 12 fois. Okay? Ici, c'est Amazon, c'est écrit Monster, mais c'est une faute. C'est Amazon, c'est les graphiques. Quelqu'un qui a acheté Amazon en 2010 a multiplié les capitales par plus de 20 fois. Donc 26 fois depuis 2010, plus de 100 fois depuis 2003. Donc aussi une société très connue qui beaucoup de gens font d'achat sur Amazon, utilisent des produits comme Kindle, c'est les lecteurs des livres d'Amazon, etc. Bon, Starbucks a commencé en 71 à Seattle, aux États-Unis, avec un petit magasin qui vendait des grains de café et aujourd'hui vaut plus de 76 milliards de dollars en bourse. Et à nouveau, quelqu'un qui a acheté en 2010 a multiplié le capital par 17 dans le cas de Starbucks. Dans le cas d'Apple, était une petite société qui a commencé dans un garage en 76 avec 10 000 dollars et aujourd'hui vaut les données actualisées, c'est presque 1 000 milliards de dollars. Okay? Donc, quelqu'un qui a acheté la société en 2013, même pas 2010, en 2013, a fait une multiplication par 10 du capital investi. Bon, et je pourrais donner des exemples pendant beaucoup de temps. Vous allez trouver les mêmes cas pour Subway, pour Coca-Cola, pour AMD, pour Cisco, pour Nike, pour Pepsi, pour Pentair, pour Microsoft, pour Adobe, Intel, American Express, Chrysler, Tesla, EA Games pour ceux qui aiment bien jouer des jeux vidéo et Nvidia aussi pour ceux qui aiment bien des jeux vidéo. Donc on a ici quelques exemples de sociétés qui se multiplient par plus de 100 fois pendant l'histoire. Beaucoup de ces sociétés-là ont fait une multiplication par 10 depuis qu'elles étaient déjà des géantes. Okay? Donc Microsoft, par exemple, à ce moment, j'utilise une présentation PowerPoint de Microsoft. Donc j'utilise un PC qui a une carte Nvidia. Okay? Donc vous voyez que c'est presque impossible de ne pas utiliser certains produits ou certaines marques américaines qui ont multiplié par plusieurs fois. Okay? Nike aussi, une société super connue. Subway, il est partout. Donc, je n'ai pas ajouté ici McDonald's, etc. Mais vous avez bien compris, il y a quelque chose parmi certaines sociétés
il y a quelques ratios qu'on doit considérer pour les sociétés qui ont fait une multiplication par 10 ou par 100. Et c'est ça qu'on va analyser. OK? Bon, quelques cas pratiques. Moi, quand j'ai commencé à investir au marché brésilien en 2011, plutôt vers 2017, j'ai acheté PetroRio, c'est une société qui va racheter des centres, qui va racheter des usines qui font les traitements de pétrole, etc., pour profiter de gagner plus de marge. Donc, ça veut dire que Petrobras, la principale société brésilienne, ne veut plus utiliser une certaine usine. PetroRio va acheter les restes pour essayer de moderniser, etc. C'est une société qui s'est multipliée par 12 dans la bourse. Comme moi, j'ai acheté au point plus bas, au point moyen, et j'ai continué à acheter au fur et à mesure. J'ai fait une multiplication par plus de 5 fois. Un autre cas très connu par vous, c'est Katana, la société que j'ai analysée, j'ai partagé sur ma chaîne YouTube en 2020 encore. J'ai commencé à acheter en 2018. C'est une société qui a fait une multiplication par 5 dans la bourse française. Comme j'ai acheté au point plus bas, au point plus haut, etc., avec les prix moyens, la multiplication était plus de 2 fois, donc plus de 200%. Et quelqu'un qui achetait juste au début, il a gardé à faire une multiplication par 5. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous. Si vous investissez, si vous passez du temps dans la bourse, du temps, ça veut dire ne pas passer du temps sur l'analyse, mais du temps exposé au marché. Simplement commencer à investir avec un biais de long terme, avec une stratégie de long terme. Vous allez sûrement tomber sur des cas. Sur l'insider, la formation personnalisée d'investissement, j'ai des collègues insiders qui ont fait des multiplications par plusieurs fois avec Louis Vuitton, par exemple. Multiplication de plus de 4 ou 5 fois avec Louis Vuitton et des autres exemples aussi. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas aller loin pour trouver des cas comme là, comme c'est que je vous montre là. Bon, comme j'avais dit, il ne faut pas qu'acheter des petites capitalisations pour être gagnant, pour faire x10, x2, x3, x5. Mais dans la majorité des cas, ça va être des petites capitalisations. Les petites capitalisations sont un peu plus risquées, évidemment, parce que ce sont des petites sociétés. Okay? Et il y a certaines périodes qui peuvent durer 2, 3, 4 ou 5 ans où les grandes sociétés vont performer mieux que les petites sociétés. Vous voyez ici que de 2017 à 2019, les Russell 2000, qui c'est l'indice des petites capitalisations américaines, a performé un peu mieux que l'S&P 500, qui c'est l'indice des grandes capitalisations. Mais avec la baisse du marché fin 2018, ce sont les grandes capitalisations qui ont commencé à gagner plus de rentabilité. Okay? Ça a duré jusqu'à la fin 2021, ça a duré jusqu'au début 2020. Avec la reprise du marché après la pandémie de 2020 jusqu'à la fin 2021, on a une récupération des petites capitalisations. Elles ont commencé à performer mieux. Et en 2021 jusqu'à maintenant, donc ces derniers mois, les petites capitalisations ont baissé parce que pendant les périodes d'instabilité, les petites capitalisations vont perdre un peu plus. Pourquoi? Parce que les investisseurs vont vendre les petites capitalisations pour en fait acheter les grandes capitalisations qui sont plus stables et vont normalement baisser moins pendant les périodes d'instabilité de marché. OK? Bon, maintenant, on va commencer à attaquer quels sont les critères, les ratios financiers, quelle est la recette pour faire un 100 baggers, comment multiplier son capital par 100 fois, quels sont les critères de ces sociétés, qu'est-ce qu'elles ont en commun. Donc, c'est les SQGLP, Size, Quality, Growth, Longevity, Price. C'est la taille de la société, combien elle vaut dans la bourse, la qualité, c'est une autre variable importante, la croissance de la société, la longévité de la qualité et de la croissance et la valorisation en termes des ratios financiers. Donc, on va passer sur chaque point maintenant et je vais donner des astuces, des ratios de comment trouver ce type de société. Mon investissement de 10 000 $ que je vais faire avec vous pendant cette période de 14 jours, je vais diviser ces montants de 10 000 $ entre grande capitalisation, moyenne capitalisation et petite capitalisation. Je vais essayer quand même pour les petites capitalisations, éviter les sociétés qui pèsent moins de 1 milliard. Au marché français, on peut dire que les small caps sont les sociétés qui pèsent jusqu'à 1, 2 ou 3 milliards. Dans les marchés américains, ils considèrent encore des small caps, des petites sociétés, celles qui pèsent jusqu'à 5 milliards. Donc vous voyez que la notion des tailles sur les marchés américains, comme elle est beaucoup plus grand, c'est une notion un peu différente. Donc ça veut dire que je vais commencer à acheter des sociétés qui vont partir des 1 milliard jusqu'à des sociétés qui pèsent des centaines, des milliards, comme c'est le cas par exemple des Meta peut-être, ou des autres sociétés comme PayPal, ou des autres sociétés que je vais analyser dans les prochains jours pour acheter. OK? Donc on va analyser ces critères maintenant. Est-ce que vous faites attention? Vous êtes là encore avec moi. Bonsoir tout le monde qui est arrivé après. Joseph, Sophie, Seb. Donc voilà, on va attaquer les sujets maintenant. On va commencer par la taille.
Donc, environ 68% des multibaggers, donc des sociétés qui se multiplient par 2, 3, 4, 5, 10 ou 100, se négocient en dessous d'une capitalisation boursière de 300 millions. Donc, les statistiques, les données dans les livres que je vous ai montrés montrent que si la société pèse moins de 300 millions, ou environ 300 millions, c'est la taille parfaite pour qu'elle puisse se multiplier par plusieurs fois. Mais cette étude-là qui était faite dans les années 2000-2010, si on considère l'inflation actuelle, on va considérer donc que la taille va rester entre 300 millions et 1,5 milliard. Si on achète des sociétés de cette taille-là, 300 millions à 1,5 milliard, on va tomber normalement sur des sociétés qui ont un potentiel plus élevé. Évidemment que par exemple une société comme Total, ou une société comme Louis Vuitton, qui pèse déjà des centaines de milliards, elles ne peuvent pas se multiplier encore par 50, par 20. Parce que si elles se multiplient par 20, ça veut dire qu'elles vont peser presque comme les PIB de la France. Donc, il n'y a pas d'essence que une société pèse plus que l'économie d'un pays, dans les mêmes pays qu'elle est basée. Donc, c'est pour ça que les petites sociétés ont un potentiel plus élevé, dans ces cas-là. Mais comme j'avais dit avant, une société qui pèse déjà quelques milliards peut peser des dizaines de milliards. Donc, la multiplication peut être faite aussi. Prochain critère. Qualité. On peut diviser ces critères de qualité. Avant que je parle des critères de qualité, je vais savoir ici qui ici parmi vous possède des small cap indirects ou possède des indices small cap comme les Russell 2000 ou un indice européen small cap ou un ETF monde small cap. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui possède des small cap? Je sais que parmi les insiders, beaucoup possèdent des small cap parce qu'on parle beaucoup de ces sujets dans la formation, mais peut-être des autres collègues ici sur YouTube possèdent aussi des small cap. Je profite aussi pour demander quelle est la société qui vous avez fait plus de gains. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà multiplié les capitales par 2, par 3, par 5 avec une société? Et quelle société? Dites-moi. On fait une petite pause parce que je suis curieux de savoir de vos gains là. Aurélie, Russell 2000, très bien. Russell 2000 et Katana. Et quelles sont les sociétés? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait plusieurs fois? Anthony, pour l'instant, je possède un seul small cap. Très bien, il faut commencer. Si tu es intéressé par le sujet, il faut commencer. Russell 2000, je vois que vous avez beaucoup de Russell 2000. C'est intéressant, surtout que ça diversifie avec l'SP 500. Léa, plusieurs caps de portefeuille insider, cool. ETF MSCI World Small Cap. 300 fois avec Solana, avec les cryptos, ouais, c'est sûr que c'est plus facile. Anthony, des fois avec Katana, pas mal, pas mal. Oui, avec les mondes des cryptos, c'est beaucoup plus facile de multiplier, ça sans doute. Surtout que c'est un nouveau marché. On ne peut pas comparer avec des sociétés qui vendent des services et vendent des produits. ArcelorMittal, 150 €, 150%. Parfait, cool. Donc, un critère qu'on a déjà vu ici, c'est la taille. Donc, on a vu que la probabilité va augmenter si la taille de la société est plus petite. OK. Mais ça n'empêche pas que les grandes sociétés puissent se multiplier par plusieurs fois non plus. Deuxième critère, c'est la qualité de la société. On peut diviser la qualité en deux critères. La qualité d'affaires, donc la qualité de produits, des services, les avantages par rapport aux concurrents, si les clients ils sont contents avec les produits, les services, et aussi la qualité de la gestion, si le management pense à long terme, s'il possède des projets pertinents et pérennes. C'est un critère assez subjectif, mais on peut utiliser un ratio qui s'appelle ROI, Return on Equity, ou en français, retour sur capital propre, pour dire si la société possède plutôt un bon management ou pas. C'est difficile de résumer si le management est bien fait en utilisant un ratio financier, mais ces ratios financiers montrent une bonne structure de management. C'est quoi les ROI, les retours sur capital propre? Si on divise les résultats nets d'une société, combien elle a obtenu des résultats nets à la poche, à la fin, après avoir payé des impôts, etc. Combien elle a fait des résultats nets divisés par les capitaux propres? Les capitaux propres, c'est quoi? On va faire les actifs de la société, tout ce qu'elle possède, bâtiments, machines, etc. Et on va diminuer, on va soustraire les passifs, tout ce qu'elle possède comme des dettes de court terme, dettes de long terme. Donc, en fait, tout ce qu'elle possède
moins tout ce qu'elle possède comme dette, on va arriver au capital propre, ce qui reste de la société. Si on divise les résultats annuels de la société par les capitaux propres de la société, on va arriver à un pourcentage. Combien de pourcents les résultats nets équivaut comparé aux capitaux propres? Si ce ratio il est supérieur à 7%, on dit que c'est déjà bien pour une société. Mais les sociétés qui vont se multiplier par plusieurs fois, normalement, elles possèdent un ROI supérieur à 12%. C'est ce que les études et les livres que je vous ai montrés tout à l'heure nous montrent. Donc un ROI élevé montre déjà des signaux que le management il est bien fait. Donc voilà les deuxièmes critères. Le premier, taille, le deuxième, qualité. C'est important aussi de savoir qui est dans la gestion de la société. Normalement, les sociétés familiales possèdent un management mieux fait. Les sociétés avec des présidents très connus qui sont depuis le début dans la société montrent aussi que la société est forte. C'était le cas de Bill Gates avec Microsoft pendant longtemps. C'est le cas de Zuckerberg avec Meta, même avec la baisse des 50%. C'est une société qui est partie de rien et aujourd'hui, c'est une des sociétés qui pèse les plus dans le monde. C'était le cas d'Apple aussi. Donc, c'est le cas de Berkshire Hathaway avec Warren Buffett. Donc, voilà, des sociétés où la personne a commencé à créer la société. Ça montre aussi un pouvoir important parce que la société, toute la richesse qu'elle a créée est dans la société. Donc, elle a plein d'intérêt de continuer à gagner. Comme ça, l'investisseur, l'actionnaire peut gagner avec. Bon, il y a les critères growth, la croissance. Donc, il y a deux principaux aspects de cette croissance. Un, c'est la croissance des bénéfices et deux, c'est la croissance des valorisations. Maintenant, on va rentrer dans un sujet intermédiaire avancé ici. C'est un sujet que j'ai déjà expliqué beaucoup de fois dans ma chaîne, ces ratios-là, mais donc je vais l'expliquer dans une petite minute. Bon, c'est quoi déjà la croissance des bénéfices? C'est la croissance des résultats nets. Si la société, en fait, elle a des résultats nets chaque fois plus élevés à la fin de l'année. OK, cette année, la société a généré à la dernière ligne 100 millions d'euros. Parfait. On veut que l'année prochaine, elle puisse générer 120, 150 millions d'euros. C'est ça la croissance des bénéfices. Et c'est quoi la croissance des valorisations? Il y a un ratio financier qu'on utilise pour juger la valorisation d'une société. C'est les PER. En anglais, on appelle des PE, sans les R. Okay? C'est quoi ces ratios? C'est combien de fois la société vaut dans la bourse par rapport à son résultat net. Donc, par exemple, une société qui vaut 100 millions et son résultat net, elle vaut 100 millions dans la bourse. Okay? Si on somme toutes les actions de tout le monde, ça donne 100 millions. Et son résultat net vaut 10 millions. Donc, si on divise 100 millions par 10 millions, ça va donner un ratio 10. Ça veut dire que les prix de la société dans la bourse vaut 10 fois la richesse qu'elle génère par 1. Si dans les cas théoriques, ça veut dire que la société, elle va dépenser 10 ans pour générer une certaine richesse qui vaut les prix de la capitalisation actuelle qu'elle possède dans la bourse. Ou, une autre façon de dire ça, elle va dépenser 10 ans, un investisseur va dépenser 10 ans pour être remboursé de son investissement. Évidemment que c'est un ratio théorique. Okay? Ces ratios-là, c'est un ratio théorique. Donc, ça nous permet de connaître aussi combien de fois la société est valorisée par rapport à son résultat. Un exemple que j'adore donner toujours, c'est l'exemple de la boulangerie. Vous voulez acheter une boulangerie. Donc, vous analysez la boulangerie A et la boulangerie 2. Les deux boulangeries vaut la même chose, 100 millions d'euros. Okay? Imaginez une boulangerie qui vaut 100 millions d'euros. Ouh là là, quelle belle société. Mais donc, vous voulez acheter les deux sociétés, une des deux sociétés. Mais la société A, par exemple, la boulangerie A, elle génère un résultat net beaucoup plus élevé. Donc, vous savez que vous allez être remboursé de cet investissement beaucoup plus rapidement. Okay? Donc, le PR, c'est un ratio qui est plus petit, c'est mieux du point de vue théorique. Okay? Tout à l'heure, je vais parler des autres facteurs. Parfois, c'est mieux d'acheter une société avec un PR élevé si la croissance elle est très élevée aussi. Mais pour multiplier les capitales pour 10, pour 100, pour 50, on veut deux types de croissance. On veut que les bénéfices, les résultats nets de la société puissent augmenter année après année. Et on veut aussi que la valorisation de la société, combien les marchés jugent juste payer sur la société, on veut que cette valorisation, que ces ratios augmentent aussi. Donc, on veut que les attentes pour la société augmentent aussi. Donc, pour résumer, en termes de croissance, il faut que les résultats nets augmentent et il faut que les attentes par rapport à la société, les ratios de valorisation, augmentent aussi. Ici, c'est la croissance des monsters. Donc, dans la première ligne, vous avez les PE, c'est les PR
celui que je viens d'expliquer. Donc, pour Monster, en 2005, la capitalisation, combien la société valait dans la bourse, elle valait 28 fois les résultats nets qu'elle a générés en 2005. Okay? En 2014, la société elle valait dans la bourse 39 fois les résultats qu'elle générait dans la bourse. On considère ces ratios comme chers. Dans les marchés, on va dire que les sociétés qui ne sont pas chères ont ces ratios entre 12 et 20. Okay? Et là, vous voyez une société qui a été jugée comme chère, mais la croissance du résultat net, c'est pourcentage EPS growth, donc c'est la croissance du résultat net, était de 218% en 2005, 60% en 2006, 36% en 2007. Donc, quand la croissance de la société est dans les mêmes niveaux que les PR, même si les PR est élevé, on va accepter, payer, acheter cette société. Parce que même si les marchés jugent que la société est chère, c'est ces ratios théoriques qu'elle est chère, mais la croissance qu'elle génère est aussi énorme, donc ça veut dire qu'il vaut la peine de payer un peu plus cher. Par exemple, en 2011, ces ratios théoriques montraient que quelqu'un qui achetait cette société, il allait dépenser théoriquement 30 ans pour être remboursé. Mais écoute, la société, elle donne une rentabilité, une croissance de 34% en 2011, 22% en 2012. Actuellement, c'est très difficile de trouver des sociétés avec une croissance tellement élevée comme celle-là. Donc, en fait, il y a des moteurs de croissance. On veut que les résultats nets augmentent et on veut que les PR, les ratios de valorisation, augmentent aussi. Okay? C'était le cas, par exemple, de 2009 jusqu'à 2014. Les ratios ont augmenté de 13 pendant la crise de 2009, de 17 en 2019, jusqu'à 39 en 2014. Donc vous voyez que même ceux qui n'ont pas acheté Monster dans les années 2000, quand la société était très petite, quelqu'un qui a acheté la société en 2009, cette personne-là, elle a multiplié les capitales par plusieurs fois, parce que la société a eu une augmentation des résultats nets et une augmentation des croissances en termes de ratios fondamentaux, en termes de ratios de valorisation. Okay? Une autre variable importante, la longévité, beaucoup de gens négligent ça. Donc, les défis consistent à évaluer combien de temps il peut soutenir la qualité et la croissance. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une croissance pendant 1 an ou 2 ans et après arrêter la croissance. Et ça ne sert à rien d'avoir un bon produit pendant 1 an ou 2 ans et après arrêter avec la qualité. Donc, on veut plutôt des sociétés qu'on soit sûr qu'elles vont garder une stratégie solide, qu'elles vont conserver un avantage concurrentiel sur les pairs, sur les concurrents. Donc, on veut des sociétés qui sont pérennes. Donc, longévité, c'est une variable très importante. C'est la longévité de la croissance et la longévité de la qualité qu'on veut. Okay? Et le dernier ratio, c'est la valorisation qu'on vient de discuter. Donc, mathématiquement, 100 fois les cours de l'action est atteint par la combinaison multiplicative de la croissance des bénéfices et la croissance des valorisations. Par exemple, une société, elle fait une multiplication de ses bénéfices, de ses résultats nets par 25 fois. On suppose que dans les années 2000, elle faisait 100 millions de résultats nets. Et après, en 2015, elle a commencé à faire 2 milliards 500 millions. Donc, elle a multiplié par 25 les résultats nets. Et aussi, si les marchés, si les investisseurs commencent à accepter, acheter chaque fois plus de cette société, si les ratios théoriques, financiers, des valorisations PER se multiplient aussi, donc ça veut dire qu'il y a chaque fois plus d'investisseurs en train d'acheter, qui acceptent de payer plus cher pour la société. Donc c'est ça qui va donner une multiplication par 100 fois la valorisation de la société. Par exemple, en 2022, une société a un résultat net par action de 10 euros. Donc, si on divise les résultats nets par la quantité d'actions que la société possède, on va arriver au résultat net par action. Donc, on suppose que ce soit 10 euros. Et les PR de la société, c'est 8. Ça veut dire qu'elle a négocié 8 fois ses bénéfices dans la bourse. En 2035, on suppose que la société génère un résultat énorme. Elle a touché des autres marchés, plus de clients, etc. Elle fait 250 euros par action des résultats nets. Si on divise donc les résultats nets de l'année par la quantité d'actions qu'elle possède dans les marchés, on arrive à 250 euros par action. Si les marchés ont perçu que la société est en forte croissance, les marchés acceptent d'acheter, payer chaque fois plus cher pour la société, les ratios PR vont évaluer aussi. Donc, les attentes sont chaque fois plus élevées pour la société. Donc, par exemple, si les PR sortent de 8 et arrivent à 32 en 2035, donc en fait, la société, avec ces augmentations, elle va valoir 100 fois plus dans la bourse.
Dans les livres, dans les sources que je viens de vous montrer tout à l'heure, ils recommandent de ne pas payer plus que 25 sur un ratio de valorisation. Si on garde cette information qu'un PR de 25 maximum et on vient sur Monster, vous allez voir qu'il y avait plusieurs années où Monster avait un ratio de 20, plus élevé que 25. Donc peut-être on allait rater la croissance de la société. C'est pour ça qu'il ne faut pas isoler les variables. Il ne faut pas juste regarder, OK, PR plus que 25, j'achète pas. Non, parce que par exemple, en 2005, les PR étaient de 28, mais la société a fait une croissance de 218%. Donc, il faut toujours regarder les PR, mais et voir aussi si la tendance de la croissance elle est élevée. Okay? Si la croissance elle est plus élevée même que les PR. Et en 2019, sans doute, était l'année parfaite, 2009 pardon, et 2010, c'était les années parfaites pour acheter Monster, parce que les PR n'étaient pas élevés et la croissance continuait énorme. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a acheté en 2009 Monster et a gardé jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, a multiplié les capitales par 10. Okay? Voilà ce qu'on avait à discuter aujourd'hui, beaucoup de choses, hein, par rapport les ratios fondamentaux, etc. On a vu dans les premiers lives pourquoi investir aux États-Unis. Dans ce deuxième live, comment dénicher les sociétés 100 baggers. Donc, quels sont les critères pour acheter des sociétés qui peuvent se multiplier par plusieurs fois. Quand je vais faire les choix des petites sociétés de notre portefeuille, dans ces défis, je vais utiliser ces critères que je viens d'expliquer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a passé de temps sur ces critères-là, parce que je vais chercher des sociétés comme Katana, je vais chercher des sociétés comme Louis Vuitton, qui, au fur et à mesure que le temps va passer, elles puissent se multiplier par plusieurs fois. Demain, on va arriver sur les sujets, combien d'actions avoir pour chaque stratégie. Ah, Michael, je ne vais pas acheter les petites, je vais que les grandes, combien de sociétés je dois avoir. Ah, Michael, je vais que les petites, combien de sociétés je dois avoir. Comment je vais faire un mix d'un portefeuille ETF et un portefeuille actions. Combien d'actions je dois avoir. Combien d'actions je dois avoir si j'ai peu d'argent. Donc, toutes ces variables-là, on va discuter demain. OK? Maintenant, je vais répondre à vos questions. Je vais savoir si vous avez des questions ici. Vous pouvez poser des questions maintenant, je vais répondre à quelques questions, donc c'est votre moment, OK? Et avant que vous posez vos questions, moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a peur d'acheter des petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations? Est-ce que vous vous sentez plus sûr d'acheter une société qui est énorme par rapport à une petite société? Est-ce que c'est ça qui vous empêche parfois d'acheter des petites sociétés? Je vais comprendre ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a changé cette vision? Vous pouvez décrire dans les commentaires, je vais voir votre opinion par rapport à ça. Il y a quelqu'un ici qui a fait x2 avec Airbus. Cool. Avec ABC Arbitrage. Mike, tu utilises des screeners pour sélectionner ces actions? Oui, on va utiliser quelques screeners. Normalement, j'utilise celui de Yahoo Finance, qui c'est gratuit, disponible. Là-bas, on peut créer un filtre déjà avec marge nette, on peut créer un filtre avec retour sur capteur propre et les PR. Donc, cette variable que je vous ai montré des PR, on peut utiliser là-bas. On peut utiliser les ROI qui est ici. Donc, avec ces critères-là, on arrive à filtrer les actions et surtout qu'on peut choisir la capitalisation. Par exemple, des sociétés de 1 milliard à 5 milliards. Donc, je vais faire ça prochainement avec vous, une fois qu'on va parler des gestions actives. OK? David, on peut influencer sur la sélection, bien sûr. Si vous voulez m'envoyer, ah, j'ai trouvé cette société intéressante, etc., vous pouvez m'envoyer un message. Et professionnellement, ce que je vous recommande de faire, c'est de commenter dans les commentaires de la vidéo. Une fois que le live est terminé, vous pouvez aller dans les commentaires ci-dessous la vidéo et commenter les noms de nos sociétés que vous trouvez très bien, que vous voulez une opinion. Je vais jeter un œil. C'est ça que j'ai fait ces jours-là. Sophie, oui, pour les small caps. Christophe, non, j'ai peur pour les deux. Très bien, Christophe. C'est vrai que la bourse, quand elle bouge beaucoup, ça peut faire perdre à beaucoup de gens, mais on sait qu'à long terme, la tendance elle est haussière. Non, j'investis déjà dans les petites sociétés US. Cool, Kader. Très bien. YouTube même. Moi, j'ai peur de prendre des small
car je préfère une société qui a déjà fait ses preuves. Il n'y a aucune garantie avec les ISMO. Je suis pas totalement d'accord, mais je comprends ton point de vue. T'as pas tort, hein, t'as raison. Sauf qu'il y a certaines petites sociétés qu'elles ont la tendance d'être petites et moyennes à long terme. C'est le cas de beaucoup de sociétés, par exemple Delta Plus en France, qui c'est le leader de marché des produits de sécurité. Elle pesait 50 millions, aujourd'hui elle pèse 600 millions, donc ça veut dire qu'elle a fait une multiplication par 12 et elle continue une petite société et elle est leader européenne de marché des sécurités. Donc il y a des petites sociétés beaucoup plus stables que des grandes sociétés. Moi, je préfère 10 fois acheter Delta Plus dans mon portefeuille qu'ajouter Total dans mon portefeuille, par exemple. Il y a des autres cas aussi comme celui-là, mais juste pour te donner une autre compréhension par rapport aux small cap. Certains small cap ne sont pas des promesses. Certains small cap sont juste des sociétés, des niches, qui simplement, elles ne peuvent pas peser 1000 milliards. Ce sont des sociétés qui sont concentrées sur une activité qui, normalement, c'est plus petite, mais ça n'empêche pas de peser 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards et d'être des sociétés très solides. Laurent, on paye des impôts sur les dividendes des ETF capitalisants. En fait, on paye sur un CTO, par exemple, au moment qu'ils vont réinvestir les dividendes, c'est déjà considéré en fait cette baisse de l'imposition, surtout sur les marchés américains. FDJ x2 avec Armand, très bien. Très bonne question, Joeki. Le livre Investisseurs intelligents nous apprend l'analyse fondamentale. La méthode de ce livre est encore actualisée vis-à-vis les changements de marché actuels. Non, malheureusement, elle n'est pas actualisée. Mais si tu achètes la nouvelle version du livre, je vais augmenter ici l'écran, comme ça vous pouvez me voir mieux pour répondre à vos questions. Donc, les livres, il n'est pas actualisé, mais si tu achètes une nouvelle version, tu vas voir qu'à la fin de chaque chapitre, il fait des commentaires par rapport à ce qui est pertinent encore et ce qui n'est pas pertinent. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque qu'il a écrit ces livres, que c'est les classiques, c'est la Bible des investisseurs, c'est les professeurs de Warren Buffett qui a écrit ces livres, Benjamin Graham. Il a écrit à une époque qui n'existait même pas des sociétés d'Internet. Donc, on voit que sur l'SP 500, actuellement, la grosse majorité des sociétés bossent avec l'Internet, avec des critères qui sont sur l'Internet, sur les PC. Donc la valorisation des sociétés sont augmentées énormément parce que la croissance potentielle est beaucoup plus élevée aussi. Donc il y a certains critères qui ont changé. Donc quand il parle en fait qu'il ne faut pas payer plus qu'un certain PR ou un certain prix sur actif, ça a beaucoup changé parce que la croissance des sociétés est beaucoup plus élevée actuellement aussi. Donc à part ça, la majorité des choses sont encore utilisables, mais il y a certains critères d'analyse fondamentale qu'il faut faire attention, surtout par rapport à la croissance et la valorisation. Si tu utilises les critères qu'il utilise là-bas pour la valorisation, on va acheter presque aucune société actuellement. Et on sait que depuis 2000 par exemple, il y a certaines sociétés qui sont considérées un peu chères par rapport aux livres, mais elles ne sont pas chères par rapport aux marchés actuels et ont performé super bien. Michael, tu vas investir dans les penny stocks. Penny stocks, ce sont des sociétés qui vaut quelques zéros dans la bourse. Je ne considère jamais combien vaut les prix de l'action dans la bourse, mais je considère les ratios fondamentaux. Donc, je vais commencer à acheter des sociétés à partir des 1 milliard des capitalisations, peu importe combien vaut les prix de l'action. Si vaut 10 centimes ou 10 euros. Parce que ça ne change rien. Parce qu'à la fin, la société vaut la multiplication de la quantité d'actions disponibles fois les prix de l'action. Donc la société, par exemple, on peut avoir une société qui, chaque action coûte 1 dollar et elle a 1 million d'actions disponibles. Donc 1 million d'actions fois 1 dollar, la société, elle pèse 1 million. Mais il y a des sociétés qui vont avoir, par exemple, des actions qui coûtent, je ne sais pas, des dollars, les doubles, mais ils vont avoir beaucoup moins d'actions disponibles dans les marchés. Donc, la société, elle vaut vraiment la multiplication du nombre d'actions disponibles dans les marchés fois les prix de l'action. Donc, on parle des capitalisations. Okay? Donc, je vais acheter par rapport à ça, par rapport à les prix de l'action. La marge nette des sociétés doit être supérieure à combien? Je n'achète pas normalement des sociétés qui ont une marge nette inférieure à 4 ou 5%. J'évite. Okay? Il y a certains cas que j'accepte payer si la société a des marges de 2-3%. Quand la société a 20, elles avaient des marges négatives. Ça veut dire que la société était en perte, elle commence à se récupérer et elle fait des marges qui sont faibles. Mais je crois que les marges vont augmenter. C'est le seul cas exceptionnel. Mais sinon, pour toutes les autres sociétés, des marges supérieures au moins à 4 ou 5%.
Ah, Anthony, il a écrit une chose intéressante. Personnellement, j'ai peur d'acheter des sociétés small caps comme OB, qui c'est une société qui fait des services d'informatique. euh, et je comprends mal les business. Mais les sociétés comme Moulinvest qui me font moins peur car je comprends les business. Mais Anthony, tu dois faire ça. Tu dois investir sur des sociétés que tu comprends les business. C'est qu'elles font. C'est la base de l'investissement de Warren Buffett et Peter Lynch. Ils disent on achète des choses qu'on comprend. C'est pour ça que j'évite des sociétés des pharmacies et des biotechnologies. Parce que moi, quand je tombe dans les bilans financiers, etc., comme analyste financier, je comprends tous les chiffres, etc. Mais certaines affirmations, comme du type certains vaccins ou certains médicaments, il faut passer par la phase 4 de je ne sais pas quoi pour être validé. Moi, je ne sais pas si cette information, combien de temps l'argent va tomber, combien c'est les cycles, qu'est-ce qu'il y a dans les lois par rapport à ce type d'informations. Et donc, il faut passer trop de temps dans l'analyse ou être spécialisé sur les secteurs des biotechnologies. C'est que beaucoup d'analystes les font, sont spécialistes sur un ou deux secteurs pour savoir comment ça fonctionne. Donc, je préfère éviter certains domaines d'activité aussi. Et toi, c'est la même chose. Donc, tu préfères acheter des moulins Vest à la part par rapport au B. C'est normal. C'est encore mieux si tu comprends le business et c'est mieux d'éviter ce que tu ne comprends pas. Où trouves-tu la tendance de la croissance d'une société? Tu peux aller sur des sites comme Investing ou Zone Bourse ou Morningstar et tu peux regarder les bénéfices nets par action ou les résultats nets et tu vas voir les données des 5 ans et tu peux voir juste si les chiffres sont en train d'augmenter ou pas. Sur Investing, tu tapes les noms de la société en haut, tu vas sur profil financier, ratio, et il va montrer en bas la croissance des ventes sur les 5 dernières années, la croissance des résultats nets sur les 5 dernières années. Donc, il montre la tendance comme ça. C'est la façon plus facile de voir. Évidemment que tu peux télécharger les bilans financiers, etc. Mais ça donne beaucoup de travail. C'est beaucoup plus facile d'aller sur les sites où toutes les données sont déjà prêtes là-bas. Aurélie a posé une question super intéressante. Quand tu fais quand tu as une action qui a fait x10, est-ce que tu la vends entièrement ou juste une partie? C'est très facile de dire qu'on va garder une société qui fait x10, mais la majorité n'arrive même pas à laisser une société faire x2. Il y a des gens qui la société fait plus 20%, plus 25%, ils veulent déjà garder la plus-value. La règle est la suivante. Combien de temps c'est votre horizon d'investissement? Si la société a fait x10, mais vous avez encore 10 ans, 15 ans devant vous d'horizon d'investissement, et la société continue à progresser, pourquoi tu vas la vendre? En fait, on ne doit pas prendre des décisions d'achat ou vente par rapport à ce que la société a fait dans les passés, mais c'est à partir de maintenant. Et donc, à partir du moment que tu as fait x10, est-ce qu'elle peut faire encore x2 ou x3? Parce que si elle a fait déjà x10 et si elle fait encore x2, ça veut dire que ton capital sera multiplié par 20. Donc, regarde l'importance de savoir les moments de vendre ou acheter une société. Donc, ce n'est pas un certain niveau de gains que je dois vendre. La décision doit être prise par rapport les ratios fondamentaux, ce que tu penses de la société et si elle continue une bonne société. Mais évidemment, si tu arrives à la fin de votre horizon, tu dis j'ai 15 ans pour investir et à la 14e année, la société a fait déjà x10, évidemment que tu vas vendre la majorité ou tout parce qu'il t'arrive à la fin de l'horizon d'investissement. Donc, tu vois, il y a des nuances ici. Mes amis investisseurs, j'allais répondre juste deux, trois questions. J'ai répondu presque une dizaine de questions. Je vais essayer de faire les lives, comme ce sont des 14 jours, on va faire des lives qui vont durer environ 40 minutes. Les premiers lives, on a fait pendant 1 heure. Donc, ils vont durer environ entre 35 et 50 minutes, car je vais répondre à vos questions. Comme ça, je vais donner le maximum de contenu possible, mais sans passer trop de temps. Je vais direct au point et je réponds à vos questions. Ça marche? N'oubliez pas d'entrer dans les groupes WhatsApp où je partage les liens, où je vais partager aussi les sources des données que j'utilisais pour ces lives-là. Donc, l'étude de marché indien, les rounded baggers, etc. Je vais partager dans les Telegram et dans les groupes WhatsApp. Il y a la newsletter aussi, où vous allez être au courant de playlists, de l'e-book d'analyse fondamentale. Vous allez recevoir tous les matériels.
Ça marche? Mes amis investisseurs, demain à 20h, je serai ici pour partager encore plus de contenu avec vous. Partagez avec vos amis, envoyez cette vidéo à vos amis qui veulent commencer à investir ou ne pensent même pas à investir. Pourquoi pas? C'est les bons moments d'investir sur certaines sociétés qui ont beaucoup perdu dans les marchés. Pour aujourd'hui, c'est tout. Excellente soirée. On se voit à demain.